Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information. Le sommaire tout de suite. Conseil des ministres ce mercredi 29 mars 2017. Les questions environnementales, l'aménagement et bitumage de certains axes routiers, entre autres, étaient à l'ordre du jour. Le point dans un instant. En Afrique du Sud, les funérailles de Katada, figure historique de l'ANC et proche de Mandela, virent au meeting anti-Zuma. Le chef de l'État, Jacob Zuma, interdit de participer aux cérémonies par la famille. Elle pourrait finir ses derniers jours en prison. L'ex-présidente de la Corée du Sud est arrivée jeudi matin au tribunal de Séoul. La justice est appelée à statuer sur son éventuelle arrestation dans le scandale de corruption qui a précipité sa destitution. À nouveau, bonjour. 4 sujets majeurs ont été évoqués au cours du rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars 2017. Il s'agit entre autres de l'aménagement et du bitumage de certains axes routiers. Écoutez à ce propos cet extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irené Koupaki. Au nombre des projets phares de Bénin révélés, dans le domaine des infrastructures et du cadre de vie, figure la construction d'un axe routier de contournement nord-est de la ville de Cotonou, l'aménagement d'une voie portuaire, la réalisation d'une bretelle qui va relier la voie portuaire à l'axe de contournement nord-est de Cotonou, ainsi que l'aménagement des berges de la lagune de Cotonou. Pour engager la réalisation de ce projet de grande envergure, il faut d'abord disposer de tous les dossiers d'études techniques. Le bureau Aegis International, qui a de bonnes références en la matière, a été identifié. Ce bureau a soumis une offre technique et financière globale pour la réalisation de toutes les études de faisabilité technico-économique, environnementale, sociale et de sécurité routière pour l'aménagement du contournement nord-est de Cotonou. L'offre soumise par ce cabinet international comprend également l'assistance au maître d'ouvrage pour le recrutement d'un concessionnaire, l'identification des personnes qui seront affectées par le projet, l'évaluation du coût de leur indemnisation, ainsi que l'étude de trafic et de sensibilité au péage. Ce sera une voie à péage. Réalisation des travaux de la contrepartie béninoise dans le cadre du projet de construction de l'hôpital de zone d'Alada. J'en avais également parlé. Notre pays bénéficie de la part du Japon du financement de la construction et de l'équipement d'un hôpital de zone à Alada, d'une capacité de 65 lits. Le Conseil a entendu la communication qui faisait le point des diligences qui incombent à notre pays. Le ministre de l'Économie et des Finances a été instruit à l'effet de mettre à la disposition du ministère de la Santé, dans un délai très rapproché, la somme de 1,80 milliard de francs CFA pour assurer l'évolution normale du chantier de l'hôpital de zone d'Alada. Cette construction doit être achevée au plus tard à fin décembre 2017. Marche de protestation du Front du sursaut patriotique ce jeudi 30 mars. Elle a débuté à la Bourse du Travail et a échoué à la place de l'Étoile Rouge. On note la présence des anciens secrétaires généraux tels que Pascal Todinou et Dieudonné Lokossou qui ont participé à cette marche pacifique. Signalons que ce mouvement entre dans le cadre des différentes protestations contre le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990.
Meeting d'information et de mobilisation des centrales syndicales, c'était ce mercredi à la Bourse du Travail à Cotonou. Objectif, faire le point des différentes rencontres des 16 et 24 mars avec le chef de l'État, Patrice Talon, expliquer leurs démarches et livrer leur position aux travailleurs. Le point, c'est avec Fréjus Seoulan et Romaric Devoché. UNSTB, CSUB, CSA Bénin, CSPIB, CGTB et COSI Bénin, ils étaient 6 centrales syndicales à être face au chef de l'État Patrice Talon les 16 et 24 mars 2017 pour discuter de la tension sociale qui règne au Bénin. Mais pourquoi n'était-il que 6 et pas plus? Diverses interprétations ont enflammé les réseaux sociaux. Ce mercredi 29 mars 2017, devant les travailleurs, ces centrales syndicales ont tenu à rétablir la vérité. Cette demande d'audience a été adressée au chef de l'État par 6 confédérations. C'est ce qui explique que ce ne soit que les 6 qui soient reçus par le chef de l'État. Ce n'est pas que le chef de l'État a décidé de choisir les centrales à recevoir, contrairement à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et c'est à l'issue de cette rencontre également que la seconde rencontre est née, celle du vendredi 24, qui visait à maintenant commencer par discuter avec le chef de l'État des réformes qu'il a engagées et pour lesquelles nous avions nos positions. Cherté de la vie, perte d'emploi, violation des libertés, augmentation ou création des tasses, adoption des lois jugées scélérates au Parlement et projet de révision de la Constitution, toutes ces questions ont été abordées au cours des différentes rencontres avec le président de la République. Alors que la méthode est sévèrement critiquée par certains, les centrales syndicales s'expliquent. On ne peut pas être en moins d'une année de gouvernance que nous ayons tous les problèmes que nous avons là, que les libertés soient bafouées et que les emplois soient perdus massivement. Donc ce n'est pas une démarche de sabordage, mais c'est une démarche de clarification pour nous permettre de disposer de vraies informations à partir de l'acteur principal pour pouvoir agir. Nous ne sommes pas dans la naïveté de penser que, parce que nous avons commencé à parler avec le gouvernement, avec le chef de l'État, que toutes les revendications seront satisfaites, que toutes les plaintes seront prises en compte. Loin de là, nous gardons toute notre lucidité. Le point des positions affichées devant le chef de l'État a été aussi fait à l'assistance. Ce qui engagerait la vie des travailleurs doit passer par le CNT. Ça doit passer par le Conseil économique et social. Mais vous n'avez rien fait de tout ça et vous avez envoyé le truc à l'Assemblée. On a dit non, que ce n'est pas bon. Ils sont d'accord pour relire le code. Le point négatif, c'est qu'ils ne sont pas d'accord pour ne pas appliquer les textes qui ont été votés pour l'instant. Et devant ces ministres, nous auraient dit, nous n'allons jamais mettre dans la rue les travailleurs de cette société qui vont disparaître. La constitution qui est à l'Assemblée nationale là, nous on n'est pas d'accord pour cette monture là. C'est clair que si c'est en l'état là, il vaut mieux retirer et arrêter la révision. Tout en invitant les travailleurs à se tenir debout et prêts pour le combat, les centrales syndicales les ont invités à rester sereins. Je vous prie, continuez de nous faire confiance, nous ne vous trahirons jamais. Mais on ne peut pas continuer de prendre les réseaux sociaux pour gouverner. Pour l'instant, les centrales syndicales ont obtenu du chef de l'État Patrice Talon la convocation d'une grande commission de négociation syndicat-gouvernement qui doit se réunir le vendredi prochain. Les centrales syndicales ne baissent pas les bras au sujet de leur résistance à l'application des lois relatives aux collaborateurs extérieurs et à l'embauche. Pourquoi tant de réserves sur ces lois? Ils nous répondent au micro de Fréjus Seoulan et Damien Pedro. Parce que dans cette loi, on n'a pas précisé quelles sont les conditions pour recruter les collaborateurs extérieurs. Ça veut dire que n'importe qui peut se lever et dire, en tant que chef de l'État, je recrute telle personne. On n'a pas défini les domaines dans lesquels il faut recruter les gens. On n'a pas mis une limite à l'effectif qu'il faut recruter. On n'a pas dit les conditions de rémunération de ces personnes-là. Quelle est la conséquence de tout cela?
c'est qu'à terme, si nous nous taisons et que ça c'est appliqué à terme, ils seront peut-être même plus nombreux ou bien aussi nombreux que les gens de la fonction publique. Vous ne pourrez plus faire de syndicats parce que quand vous allez en grève, ils seront là pour suppléer. Le gouvernement ne pensera plus à former justement les gens de la fonction publique pour qu'ils puissent être performants dans les domaines dans lesquels on a besoin de collaborateurs extérieurs. On ne fera plus les réformes dans le système éducatif pour que nos jeunes frères, nos enfants, quand ils sortent, puissent être performants et être recrutés dans la fonction publique. Parce qu'on dira, on a la solution facile qui consiste à recruter les gens du dehors, les amis politiques, etc., etc. Donc c'est une loi dangereuse pour le travail, c'est une loi dangereuse pour le syndicat. C'est que par ça, les recrutements ne sont plus obligatoires. Donc, de façon détournée, on va commencer par geler le recrutement et on n'aura plus dans notre administration des fonctionnaires qui ont un serment, qui ont le secret. Tout le secret de notre administration sera dehors. Parce que quand ils viennent, ils prennent, ils vont partir. Ils viennent, ils prennent, ils vont partir. Donc, résultat, c'est que nous aurons une administration complètement aux mains de privés. Non et non. Et s'il faut que nous nous mettions, même dans la rue, pendant 65 jours, 365 jours, on doit le faire pour que les textes ne soient pas appliqués. Donc notre position est claire, cette loi-là ne doit pas être appliquée au Bénin en tout cas. La loi sur l'embauche, ce qui est dangereux dans cette loi, c'est que c'est un texte qui vient tuer le mouvement syndical. Puisqu'on dit que le contrat à durée déterminée là peut être renouvelé une fois. Ça suppose que 1er janvier, tout le monde est dans le stress. Si on vous renouvelle votre contrat, vous frottez la main et vous restez droit comme ça jusqu'au 31 décembre. À quelle occasion vous pourrez revendiquer quoi? Puisque le 31 décembre, on va vous remercier et vous rappeler. Donc, il s'agira de museler les travailleurs pour qu'il n'ait plus d'activité syndicale dans ce pays parce que ça gêne. Et ce qui vient corroborer ça, c'est le choix qui est fait dans la Constitution pour dire que le Conseil économique et social va disparaître. Réfléchir sur la situation des défenseurs des droits de l'homme sur le continent, c'est l'objectif que vise le 2e colloque international sur les défenseurs des droits de l'homme, une cérémonie qui se déroule à Cotonou, au Bénin. Mori Arnoagua pour le point. C'est Cotonou qui abrite le 2e colloque international sur la situation des défenseurs des droits de l'homme. Thème choisi, quel défenseur des droits de l'homme pour l'Afrique? À l'entame de la cérémonie d'ouverture, les participants ont d'abord observé 1 minute de silence en mémoire des défenseurs des droits de l'homme décédés pour leur travail en faveur des droits de l'homme. Reine Alapini Gansou, dans son allocution de bienvenue, a rappelé les objectifs du dit colloque avant de faire une brève historique des différentes actions menées sur le continent pour protéger et promouvoir les défenseurs des droits de l'homme. Au cours de cette rencontre, nous allons axer nos discussions sur la qualité et le profil du défenseur des droits de l'homme et sur les perspectives du mandat. Pour des raisons d'efficacité et pour nous permettre d'atteindre les résultats escomptés, nous sommes allés dans un premier temps à des activités de pré-colloque. Activités qui ont été déclinées en des tables rondes sur les thématiques qui continuent de nourrir la réflexion au sein et en dehors de la communauté des défenseurs des droits de l'homme. Au cours des 3 prochains jours, nous nous efforcerons de réfléchir sur les acquis et les perspectives de toutes les thématiques que nous avons développées ces dernières années. Nous évaluerons la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique avec un accent particulier sur la situation de la femme défenseur des droits de l'homme et nous identifierons les nouvelles stratégies et synergies adaptées aux besoins de protection des défenseurs des droits de l'homme sur le continent. À sa suite, l'honorable commissaire Jamesina King, présidente du groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels, a invité les participants à réfléchir autour des précautions à prendre pour une réelle protection des défenseurs des droits de l'homme sur le continent.
Les défenseurs des droits de l'homme sont confrontés à de nouvelles réalités face auxquelles il est nécessaire de les former, dira Patrick Eba de l'ONU-SIDA avant de renouveler la volonté de son institution à les soutenir davantage. Pour la directrice adjointe de cabinet du ministre de la Justice qui a procédé au lancement officiel du colloque, c'est une fierté pour le Bénin d'accueillir un tel événement. C'est avec fierté que la République du Bénin accueille ce colloque. Le Bénin est donc très honoré d'abriter une si importante rencontre lorsqu'on sait que dans l'arène de la communauté internationale et au niveau africain, notre pays occupe une place d'une grande qualité. Au nom du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, je déclare ouvert le deuxième colloque sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux. Rappelons qu'à l'ouverture de ce colloque, les participants défenseurs des droits de l'homme ont salué le travail accompli par Reine Alapini Gansou depuis 2005 au poste de rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, poste qu'elle quittera en juin 2017. Le dit colloque, qui a démarré par un pré-colloque du 27 au 29 mars sur les stratégies à adopter pour être meilleur défenseur des droits de l'homme, s'achèvera le 1er avril prochain. Un reportage de Maurice Arnaud Agua et Damien Pedro. Le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou a donné un point de presse dans la soirée de ce mardi. Mardoché Kinlayossi est revenu sur les dossiers inscrits au rôle de la session de la Cour d'assises ouverte le 27 mars dernier et qui prendra fin le 28 avril 2017. Suivons ici un extrait de sa déclaration au micro de Laurent Toneikes. Tous les acteurs sont mobilisés pour cette célébration de la justice. Alors tout ceci pour un seul objectif évidemment, le but ultime qui a toujours été recherché par la justice pénale, la manifestation de la vérité dans chaque affaire. Dans chaque dossier, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qu'on accuse est-il coupable ou non coupable? Avec la conséquence que cela induit, quand les faits l'exigent, l'acquittement, et quand les faits le veulent aussi, la condamnation. Au palmarès des infractions inscrites à ce rôle, le record est détenu par les cas de viol. Rien que les dossiers de viol font à eux seuls le tiers du total. Alors pour revenir à l'ensemble des dossiers, ils mettent 45 accusés pratiquement tous en détention provisoire. Je voulais insister sur cette précision parce que la politique qui a été voulue au parquet général, c'est de donner la priorité à des gens qui sont en instance d'être jugés, mais qui sont en détention. Il y en a beaucoup plus qui sont en instance d'être jugés, mais qui sont en liberté provisoire. Alors, le raisonnement, c'est qu'il ne sert à rien de programmer des dossiers de gens qui sont encore en liberté, pendant que d'autres sont encore en détention. Donc, il en sera de même à la prochaine version d'assises. Et l'objectif, c'est de baisser considérablement, ou bien en tout cas de changer le ratio détenu en détention provisoire et détenu d'État est déjà jugé. Tel est l'objectif du parquet général. Je voudrais donner la précision suivante. Contrairement à ce qui a été relayé, le dossier dit ICC Service n'est pas programmé au rôle de la présente session d'assises. D'ailleurs, ce dossier, c'est tout dernièrement qu'il a été clôturé par la chambre d'accusation. Dans ce sens, il pourra être programmé à l'une des prochaines sessions. C'est vrai, il y a au dossier, il y a au rôle du moins, un dossier qui peut avoir un lien partiel et accessoire avec le dossier ICC, mais ce n'est pas le vrai, disons, le gros dossier ICC que tout le monde attend. Actualité en Afrique du Sud, les funérailles du héros de la lutte anti-apartheid, Ahmed Kathrada, ont tourné mercredi en manifestation de défiance envers le président sud-africain Jacob Zuma. Le chef de l'État a été interdit d'assister à l'inhumation du disparu par la famille. Un nouvel épisode des tensions qui déchirent le Congrès national africain au pouvoir. Chargé de prononcer l'éloge funèbre, l'ancien chef de l'État Kalema a profité de l'occasion pour livrer une charge sévère contre l'actuel chef de l'État Zuma.
Compagnon de cellule, ami et confident de Nelson Mandela, figure historique de l'African National Congress, Ahmed Kathrada, décédé mardi à l'âge de 87 ans, avait publiquement pris la plume l'an dernier pour réclamer la démission de Jacob Zuma, mis en cause dans une litanie de scandales de corruption. Chargé de prononcer l'éloge funèbre, l'ancien chef de l'État Kgalema Motlanthe, qui a assuré quelques mois en 2009 l'intérim entre Thabo Mbeki et Jacob Zuma, a profité de l'occasion pour livrer une charge aussi sévère qu'inattendue pour l'occasion contre son successeur, interdit de cérémonie par la famille du défunt. Il a ensuite lu des morceaux choisis d'une lettre ouverte à Jacob Zuma, publiée par le défunt. And bluntly, if not arrogantly, in the face of such persistently widespread criticism, face à des critiques, condamnations et exigences aussi larges et persistantes, serait-ce trop que d'exprimer l'espoir que vous preniez la bonne décision en envisageant la démission? La lecture de ce passage a suscité une longue salve d'applaudissements de l'assistance debout. « Dégage Zuma !» a alors hurlé un homme, aussitôt repris par d'autres. Dès l'annonce de sa mort tôt mardi matin, toute l'Afrique du Sud a rendu un hommage ému, unanime et dithyrambique à celui que l'on surnommait Oncle Kechi, emprisonné avec Nelson Mandela à la prison de Robben Island. Au pouvoir depuis 1994, l'ANC a déploré la disparition d'un chef dont le service à son pays restera gravé à tout jamais et souligné qu'il n'avait jamais abandonné ou tourné le dos à l'African National Congress. Jacob Zuma s'est contenté, lui, plus sobrement, de présenter ses condoléances à la famille et de dire sa profonde tristesse. Et mercredi matin, ses services ont confirmé qu'il ne participera pas aux funérailles et à l'hommage national, conformément aux souhaits de la famille Kathrada. Emmené par le vice-président Cyril Ramaphosa, la quasi-totalité du gouvernement a assisté aux obsèques de Oncle Kechi. Humiliation suprême pour le chef de l'État, son ministre des Finances et principal rival au sein du gouvernement, Pravin Gordhan, a été acclamé par les parents et amis de Kathrada. En tournée de promotion au Royaume-Uni et aux États-Unis, Gordhan a été sommé lundi par Zuma de rentrer toute affaire cessante en Afrique du Sud sans aucune explication. Ce rappel a été interprété comme le prélude à un remaniement ministériel imminent et à un limogeage du ministre. Depuis des semaines, les partisans du président au sein de l'ANC exigent le renvoi de Pravin Gordhan, qui s'oppose publiquement à Jacob Zuma sur la bonne gestion des deniers publics. Au pouvoir, depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, l'ANC de feu Nelson Mandela se déchire depuis des mois autour de la succession de Jacob Zuma qui doit quitter la présidence à la fin de son second mandat après les élections générales de 2019. L'ex-présidente sud-coréenne sous la menace d'une arrestation. Elle est arrivée ce jeudi matin au tribunal de Séoul. La justice est appelée à statuer sur son éventuelle arrestation dans le scandale de corruption qui a précipité sa destitution. Une destitution qui a été validée le 10 mars dernier par la Cour constitutionnelle. Son arrestation et son placement en détention seraient une étape de plus dans la disgrâce de celle qui avait pourtant réalisé un score record lors de la présidentielle de 2012 qui avait fait d'elle la première femme à accéder à la fonction suprême en Corée du Sud. Une présidentielle anticipée aura lieu le 9 mai. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Eden TV.